Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Une ambition, devenir le premier investisseur du G7 en Afrique. C'est l'annonce faite par la première ministre britannique ce mardi en Afrique du Sud. Au Burkina Faso, l'insécurité gagne du terrain. Plusieurs membres de forces de l'ordre ont trouvé la mort suite à l'explosion d'un engin artisanal dans la nuit de lundi à mardi. Ici aux États-Unis, les bandes organisées font régner la peur et les autorités leur imputent 13% des meurtres dans tout le pays. Bonsoir. La Grande-Bretagne affiche son ambition pour l'Afrique. Le pays de Theresa May entend devenir le premier investisseur des pays du G7 sur le continent. Elle en a fait l'annonce ce mardi à l'entame de sa visite au Cap en Afrique du Sud pour un séjour qui l'amènera également au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à la sécurité et, dans la perspective du Brexit, au commerce. Il s'agit là de la première visite d'un Premier ministre britannique en Afrique subsaharienne depuis 2013. On fait le point avec Dili Diko. Dès son arrivée en Afrique du Sud, Theresa May s'est attaquée au grand dossier, alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne le 29 mars 2019. Pour le Premier ministre, le moment est venu d'approfondir et de renforcer les partenariats à travers le monde. Ainsi, lors de sa conférence conjointe avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, Theresa May n'a pas caché ses aspirations. Le Royaume-Uni est depuis longtemps le plus grand investisseur en Afrique du Sud et le deuxième plus grand investisseur en Afrique. Et comme je l'ai dit dans mon discours aujourd'hui, mon ambition est de faire du Royaume-Uni le premier investisseur membre du G7 en Afrique d'ici 2022. Depuis l'annonce du Brexit, Londres multiplie les contacts diplomatiques pour tenter de décrocher des accords commerciaux censés se substituer à ceux conclus avec Bruxelles. Cette visite a permis de signer des accords non seulement avec l'Afrique du Sud, mais également avec le Mozambique, le Botswana, la Namibie, le Lesotho et le Swaziland. La signature de cet accord est une démonstration claire de notre intention de poursuivre notre partenariat. Nous sommes encouragés par la signature de cet accord. Outre l'aspect commercial, l'autre grand défi est la sécurité pour lutter contre l'instabilité dans la région. D'autres thèmes importants ont été abordés, parmi lesquels la formation académique et l'emploi des jeunes. Avant de se rendre mercredi au Nigeria pour rencontrer le président Muhammadu Buhari, Theresa May s'est rendue dans une école sud-africaine où elle a pu prendre des photos avec des enfants et échanger quelques pas de danse au rythme de chants traditionnels. Coopération toujours. La Chine appelle à un renforcement de ses relations avec la RDC. Pékin l'a fait savoir par la voix de son ambassadeur à Kinshasa, Wang Tongking. Ces déclarations interviennent à quelques jours de l'ouverture du 3e sommet sur la coopération sino-africaine prévu les 3 et 4 septembre prochains à Pékin sur le thème « La Chine et l'Afrique, communauté des destins et partenariats mutuellement profitables ». Ce sommet verra la participation de 54 délégations gouvernementales africaines, de l'ONU, de l'Union africaine et de plusieurs autres organisations. Je vous propose cette réaction du diplomate chinois. La communauté d'un futur partagé a déjà été établie entre la Chine et l'Afrique. Pourtant, cette fois-ci, nous voulons construire une communauté plus étroite pour discuter des problèmes dans la nouvelle ère et dans des circonstances nouvelles. Avec les défis mondiaux, nous voulons parvenir à un développement commun pour promouvoir les intérêts partagés et un développement commun grâce à une coopération et des relations plus étroites. Le développement conjoint de la région industrielle et de la route par les deux parties bénéficiera aux pays africains en renforçant leur connectivité et en compensant la faiblesse des marchés étroits. Elle contribuera à élargir le marché et à explorer un espace de développement plus vaste.
On reste en RDC, 75 morts, c'est le nouveau bilan de l'épidémie des fièvres hémorragiques Ebola dans l'est du pays. Il a été annoncé lundi par le ministère de la Santé qui a fait également état des 18 guérisons, 18 patients hospitalisés et 10 cas suspects en cours d'investigation. Au total, 111 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région. À titre préventif, les représentants de la société civile ont demandé le report de la rentrée scolaire prévue le 3 septembre dans le territoire de Béni. Au Burkina Faso, une dizaine de membres des forces de l'ordre ont trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi par l'explosion d'un engin artisanal. Selon des sources militaires, le groupe se rendait en renfort à un poste de gendarmerie qui venait d'être attaqué à Pama, dans l'est du pays. L'attaque a duré plus d'1 heure, mais n'a pas fait de victimes. En revanche, les locaux du poste ont été incendiés par des individus en grand nombre et lourdement armés. Les précisions de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou. 7 soldats ont été tués dans la région de l'Est, au Burkina Faso. La région de l'Est, cette localité à grande insécurité, refait encore parler d'elle. Une région potentiellement agricole et faisant frontière avec le Bénin et le Togo. Il faut dire que c'est la gendarmerie de Pama, une localité qui se retrouve dans cette même région, qui avait été attaquée très tôt ce mardi. Et un renfort s'était déployé. Et c'est en cours de route que le véhicule transportant les forces de défense et de sécurité a sauté sur une mine artisanale. Donc le bilan fait état de 7 soldats tués sur place et 2 grièvement blessés, selon donc un communiqué rendu officiel dans la mi-journée par le gouvernement. Les attaques deviennent récurrentes au Burkina Faso. Rien que ce mois d'août, c'est au moins une quinzaine de soldats qui ont été tués dans des attaques de part et d'autre. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique. Et pour analyser cette actualité, retrouvons depuis Ouagadougou Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Cette explosion survient 2 semaines après la mort de 6 autres personnes dans une autre explosion d'un engin artisanal dans la même région. Quelle analyse faites-vous de ces attaques? Disons que globalement, les attaques dans l'est du Burkina Faso représentent une extension de la zone de conflit avec les groupes terroristes qui maintenant ont réussi à colorier la carte du Burkina Faso de rouge, des parties septentrionales, tout le nord jusqu'à l'ouest. L'est maintenant est totalement touché, mais également le sud-ouest aussi avec l'attaque de Bati. Comme on le sait, Ouagadougou aussi avait été touché il n'y a pas très longtemps. Donc finalement, l'ensemble du pays est émaillé de rouge vif et le reste est en jaune comme zone de sécurité importante. Et que fait le gouvernement face à la recrudescence de ces attaques? Le gouvernement, handicapé un peu par les questions budgétaires, essaie tant bien que mal de mobiliser suffisamment de moyens pour au moins combler le déficit en matériel des forces de défense et de sécurité. Pas plus tard qu'hier, on a vu arriver dans la capitale un important lot de matériel militaire qui pourrait servir à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Alors, si le gouvernement est handicapé face à cette insécurité, est-ce qu'on peut compter sur les populations? Si oui, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Depuis le début de la vague du terrorisme sur le territoire burkinabé, les forces de défense et de sécurité, les autorités politiques ont toujours appelé les populations à se mettre aux côtés de ces forces de défense et de sécurité en termes d'aide à l'information, afin que les renseignements puissent soutenir valablement les forces offensives et opérationnelles. Siaka Koulibaly, analyste politique, je vous remercie. Merci à vous. Toujours pas de signature au bas de l'accord de paix entre le gouvernement sud-soudanais et le chef rebelle Riek Machar. Ce dernier a refusé ce mardi de signer le dit accord, pourtant destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays. Riek Machar et les principaux groupes d'opposition exigent que leurs réserves y soient intégrées. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères soudanais, dont le pays parraine les pourparlers de paix sud-soudanais.
En Iran, le président Hassan Rouhani était devant le Parlement ce mardi. Les députés lui ont exprimé leur insatisfaction face aux difficultés économiques et sociales que traverse le pays. Cette convocation inédite intervient alors que sur un autre front, l'Iran a choisi de plaider sa cause devant la Cour internationale de justice après les sanctions à lui infligées par les États-Unis. Des avocats iraniens ont ainsi demandé à l'institution judiciaire d'ordonner à Washington de lever ces sanctions. Le procès intenté à la CIJ indique que les sanctions américaines portent préjudice à l'économie iranienne déjà faible et violent les termes d'un traité d'amitié peu connu entre les deux pays et datant de 1955. La CIJ doit rendre une décision dans un mois, mais aucune date n'a été évoquée. C'est un univers sans pitié, celui des bandes organisées qui font la loi dans certaines grandes villes américaines. Elles sont, estiment les autorités, à l'origine de la moitié des meurtres à Chicago et Los Angeles-Est. Et 13% des meurtres dans tout le pays leur sont imputés. Plusieurs de ces groupes ont des liens avec des cartels internationaux, comme l'indique ce reportage de Mike O'Sullivan. C'est un récit d'Irénée Herman Umbo. Des hélicoptères dans le ciel et des voitures de patrouille de la police dans les rues. La scène est récurrente dans le sud de Los Angeles et ses villes voisines telles que Compton. Darren Diviak travaille pour la division Safe Street, un bureau du département du shérif de Los Angeles. Il se souvient au quotidien de ses collègues officiers ayant perdu leur vie lors des violences. Selon lui, les bandes dans ces villes sont encore plus violentes et lourdement armées et pour cause. À cause des revenus du trafic de drogue qui leur permettent d'acheter des armes sophistiquées. Ils vendent de la méthamphétamine, de la cocaïne et de l'héroïne et paient des impôts au cartel. Ici, presque chaque rue a sa faction et marque son territoire avec des graffitis provoquant les factions rivales. Juste la semaine dernière, nous avons enregistré un meurtre ici. Un homme a été abattu. Ils l'ont pourchassé et lui ont tiré dessus. Ensuite, ils ont tiré sur une fille. La balle l'a effleuré au visage. C'était horrible. Ici, l'activité des policiers consiste parfois à faire en sorte que les différends entre voisins ne dégénèrent. Mais la véritable menace vient des bandes organisées et les familles locales sont prises en tenaille. En journée, c'est généralement calme, ce qui n'est pas le cas dans la soirée. À la tombée de la nuit, les habitants deviennent des prisonniers dans leur propre maison. Ils ne peuvent plus sortir. Ils entendent des coups de feu, mais ont peur de regarder par la fenêtre. Des bandes criminelles comme le Barrio 18 et le MS-13 ont commencé ici à Los Angeles avant d'atteindre aujourd'hui une dimension internationale. Selon les autorités américaines, plus de 30 000 bandes criminelles opèrent ici aux États-Unis, y compris dans des prisons avec plus d'1 million de membres. Également dans l'actualité ce soir, cette fois en France, le populaire ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, 62 ans, a jeté l'éponge ce mardi. Il s'agit d'un coup dur pour le président Emmanuel Macron, qui n'a pas été prévenu de cette démission et qui avait réussi à convaincre le populaire Hulot d'entrer au gouvernement. C'était en mai 2017. Nicolas Hulot estime n'avoir pas obtenu des avancées suffisantes en matière d'environnement. Cette démission intervient avant une rentrée qui s'annonce difficile pour le chef de l'État français, en baisse dans les sondages et secoué cet été par l'affaire Benalla. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Une poupée aux cheveux crépus s'est lancée à la conquête de l'Afrique du Sud et du monde avec succès. Rencontre avec sa créatrice dans ce journal. Nous irons également à Accra, au Ghana, où des milliers de personnes se sont donné rendez-vous le week-end dernier pour un festival riche en sons et en couleurs. En sport, le torchon brûle entre Mohamed Salah et la Fédération égyptienne de football qui ont multiplié attaques et contre-attaques. Comment se porte l'économie sur le continent et dans le monde? Chaque semaine, des réponses avec Eric Manirakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. On commence par l'Afrique du Sud. À l'école secondaire Poléano, l'établissement veut réduire la dépendance du pays vis-à-vis des combustibles fossiles. L'école cherche à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Elle est située dans une partie rurale de la province du nord-ouest du pays. Et les communautés n'ont toujours pas accès à l'alimentation électrique. Elles utilisent un système d'alimentation à pile à combustible et à hydrogène, se connectent par la suite à une alimentation électrique hors réseau. L'unité fonctionne à l'hydrogène, qui est donc un carburant renouvelable à l'infini et ne produit aucune émission en dehors de l'eau et de la chaleur. Les étudiants peuvent désormais connecter des appareils tels que les tablettes, les ordinateurs qu'ils utilisent en classe comme outil didactique, comme vous allez le voir. Auparavant, parfois, l'école était privée d'électricité pendant presque un mois. Et maintenant, ce problème est oublié car nous avons le soleil presque chaque jour. Nous sommes des aspirants qui apprennent, capables maintenant de parler, d'enseigner, d'utiliser ces ressources comme l'Internet et les tablettes. Des panneaux solaires ont également été installés à l'école pour stimuler la production d'électricité et des générateurs similaires ont également été lancés dans certaines régions du pays, ce qui prouve des avancées du pays en matière de technologie des piles à hydrogène, John. Alors, allons à présent au Rwanda. Le Rwanda qui veut se positionner comme une destination touristique en Afrique. Tout à fait. Kigali investit beaucoup. L'accord de sponsoring avec l'équipe de football anglaise Arsenal FC en dit long. Il permettra de rehausser de manière significative l'image du pays au niveau mondial. En 2017, John, le tourisme a généré 438 millions de dollars, soit une augmentation de 34 millions de dollars par rapport à 2016. La hausse devrait atteindre 74 millions de dollars en 2018 selon les prévisions. Et la compagnie nationale Rwandair dessert actuellement plusieurs destinations et améliore l'accessibilité du pays. Par exemple, le Rwanda a accueilli 169 réunions internationales en 2017 avec la participation de 28 308 délégués. Et jusque-là, l'attraction touristique a atteint plus de 173 millions de personnes, John. Merci Eric Manirakiza. Le Rwanda, un pays à visiter donc. Mais allons à la rencontre d'Akiki, la poupée aux cheveux crépus qui séduit depuis peu les enfants d'Afrique du Sud et d'ailleurs. Sa créatrice, Fatouma Abdullah, dit vouloir aider les filles africaines à avoir confiance en elles-mêmes et renforcer chez elles l'estime de soi. Arzuma Kompaoré. Voici Akiki, la nouvelle sensation sud-africaine en matière de poupée. Sa peau est d'une couleur marron, ses cheveux crépus et ses tenues colorées. Sa créatrice, la Kenyane Fatouma Abdullah, a commencé à fabriquer les poupées en 2016 avec comme cible les enfants âgés de 4 à 10 ans. Objectif, pallier le manque de représentation africaine sur le marché des jouets. La première fois où j'ai montré la poupée à Kiki, à ma fille, j'étais toute excitée parce que je n'ai pas eu de poupée noire dans mon enfance. Je répétais « Youpi, youpi, regardez-la ». Ma fille a juste répondu « Oh ouais, elle nous ressemble ». Puis elle a commencé à toucher ses cheveux, puis à scruter sa peau. Et le succès n'a pas cessé de s'étendre.
J'aime sa robe, ses chaussures, ses cheveux, ses sourcils, ses mains et sa peau. Elle est un peu marron, elle est mignonne et c'est ma poupée préférée. Abdullah travaille avec une styliste pour créer les tenues colorées et tendances d'Akiki. Le but n'est pas uniquement de la vendre aux Sud-Africains. Un enfant américain doit pouvoir dire « je veux cette poupée ». C'est un défi, mais ça fait plaisir parce que nous y mettons un peu de nous-mêmes avant de l'offrir au reste du monde. Avec les poupées, Abdullah a également lancé une série, Les Nouvelles d'Akiki, des livres mettant en vedette une fillette africaine de 5 ans dont les aventures à travers le continent enseignent les valeurs élémentaires de la vie. Les poupées et livres Akiki sont vendus en ligne, respectivement au prix de 27 et 8 $ américains. Et nous voici en sport. Comme de coutume, Yacouba Ouedraogo est présent. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Le jeu de ping-pong continue entre la Fédération égyptienne de football et Mohamed Salah. L'instance nationale a publié hier un communiqué répondant à un Mohamed Salah qui se plaint de ne pas être assez écouté et qui entretient le flou autour de son avenir avec les Pharaons. Aujourd'hui, le Ballon d'Or africain a réagi sur sa page Facebook. Salah reproche notamment à la fédération d'avoir publié leurs échanges et d'y plaider pour toute l'équipe et non pour lui seul. En cause, la violation de son droit à l'image, la fédération ayant affiché l'image de son joueur vedette sans son autorisation sur l'avion des Pharaons aux côtés du sponsor officiel, alors que Salah est sous contrat avec une marque rivale. Pendant ce temps, un peu plus tranquillement au Maroc, les Lions de l'Atlas feront face au Malawi sans Benassia. Le sélectionneur Hervé Renard a fait appel à 25 joueurs pour la réception du Malawi le 8 septembre à la faveur des éliminatoires de la CAN 2019. Par rapport au groupe qui a participé au Mondial 2018, on note l'absence du capitaine Mehdi Benassia. En revanche, plusieurs retours sont à signaler avec le néo-défenseur de Dijon, Naef Aguerd, le milieu de terrain Noussaïr Mezraoui et les attaquants Ashraf Ben Sharki et Yassine Bamou. En Europe, ça bouge sur le marché des transferts à 3 jours de la clôture. L'attaquant international ivoirien Seydou Doumbia a signé à Gérone pour 3 saisons. Il avait été prêté par l'AS Rome au Sporting Portugal l'an dernier. Arrivé à Rome en janvier 2015, Doumbia n'a disputé que 14 matchs sous le maillot giallo-rosso, inscrivant 2 buts. L'international ivoirien aux 37 sélections avec son pays, bien sûr, a ensuite été prêté au CSKA Moscou, à Newcastle, à Bâle, puis au Sporting Portugal. Et avant de vous quitter, je vous propose un petit plongeon dans une piscine à Jakarta, ça se passe en Indonésie, où se tiennent les Jeux asiatiques. Des sœurs jumelles chinoises ont enlevé la médaille d'or à la finale du duo féminin en natation synchronisée. C'est sur ces belles images donc qu'on se dit à demain. Images de victoire, merci Yacouba et rendez-vous est donc pris pour demain. Autant d'un millier de personnes se sont donné rendez-vous à Accra le week-end dernier pour le festival annuel Charlotte Street, un mélange éclectique de graffiti, de musique, de mode et de spectacles contemporains destinés à réinventer l'Afrique. Salwa Jafari. Accra en ébullition. Accra comme vous ne l'avez jamais vu. Des milliers de festivaliers ont répondu présents. Ils ont dansé, joué et bu. Bref, c'était la fête dans la promiscuité et les organisateurs ne s'en plaignent pas. Cette année, le thème de Chalewoteh porte sur l'appartenance à un groupe, pas l'appartenance tout court. C'était vraiment amusant de passer de bons moments. Plus de 100 artistes ont participé au festival. L'identité africaine est reine, bien sûr. On célèbre le renouveau. On est nostalgique, spirituel, un peu narcissique. Et tout le monde s'amuse dans un bain de foule. Chalewoteh en 2017, c'était bien. En 2018, ça a été formidable. C'était fou. C'était mieux que l'an dernier pour les organisateurs. C'est une excellente plateforme pour les gens de montrer leur talent créatif.
L'événement qui a duré 7 jours comprenait également des ateliers et des collaborations qui ont abouti au festival de rue ouvert au public. Chalewote, qui signifie « allez on y va » dans la langue locale, veut rallier les Africains et le reste du monde, briser les frontières, tout en élevant Accra à la place qu'elle mérite dans le paysage artistique et culturel du continent. Voilà. La harpe de verre, c'est cet instrument peu conventionnel qu'a choisi de jouer le musicien Jamie Turner tout au long de sa carrière. À l'aide de ses doigts, il frotte le bord des verres remplis d'eau afin de créer une gamme de sons. C'est à Alexandria, en Virginie, que Deborah Bloch a rencontré le musicien alors qu'il émerveillait les passants avec des sons dont lui seul a le secret. Un récit d'Arzuma Compaoré rendu par Morgan Guiriec. Jamie Turner, harpiste de verre, joue sa musique aux visiteurs d'Alexandrie en Virginie, avec cet air classique populaire, Ode à la joie de Beethoven. Sa musique, cela fait 25 ans qu'il la joue. Je n'ai jamais rien entendu de semblable, c'est fantastique. C'est une façon très différente de jouer de la musique. Cela semble difficile. Se rappeler quelle coupe aimer quel son et comment faire. Turner, qui a 78 ans, a commencé à jouer de la harpe de verre il y a 50 ans. Bien qu'il joue aussi d'autres instruments, la harpe de verre est sa passion. J'ai entendu mon père faire de la musique avec un verre autour de la table de la salle à manger à l'âge de 6 ans. Ça a tout de suite capté mon attention. Turner met en place 60 verres à pied, reliés avec des élastiques, sur une table d'harmonie, ce qui les empêche de se briser. Il règle chaque verre sur une note différente en les remplissant d'eau distillée. Lorsqu'il frotte les bords des verres avec ses doigts mouillés, les plus petits produisent des sons plus élevés, tandis que les plus gros produisent des notes plus basses. Turner a gagné sa vie grâce à la harpe de verre et a même joué avec les plus grands orchestres américains. L'instrument a été popularisé au XVIIIe siècle lorsque des compositeurs classiques comme Mozart ont écrit de la musique spécialement dédiée à l'instrument. Allons à Moscou, c'était né dimanche donc une compétition internationale de course de drones. 20 participants y participaient. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour.